Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédie. Le livre expliqué dans cet épisode s'intitule « Faites croître le gâteau, comment les grandes entreprises atteignent à la fois leurs objectifs et leurs bénéfices ». Cela peut nous aider à mieux comprendre la question de la prospérité mutuelle, à renforcer le concept de « grossir le gâteau » dans notre travail et à établir des relations plus coopératives. En parlant de responsabilité sociale des entreprises, vous savez peut-être que dans la théorie économique traditionnelle, la maximisation des profits est le seul objectif de l'existence d'une entreprise et que les entreprises envisagent rarement la responsabilité sociale. Par exemple, l'économiste Friedman a dit un jour, une entreprise n'a qu'une seule responsabilité sociale, celle de réaliser des bénéfices tout en respectant la loi. Cette opinion est répandue. L'opinion la plus répandue est qu'en plus de gagner de l'argent, les entreprises doivent également bien traiter leurs employés, protéger l'environnement, soutenir les entreprises de bien-être public, etc. C'est la responsabilité sociale des entreprises, mais cette responsabilité sociale n'est qu'un complément à celle des entreprises. Activité, et il est distinct des bénéfices de l'entreprise. Une relation de partage du gâteau, où l'un fait des compromis et l'autre grandit. Ce livre réfute ces vues. Il souligne que les entreprises doivent assumer des responsabilités sociales et ne pas entrer en conflit avec les bénéfices commerciaux et ne doivent pas être considérées avec une mentalité de partage du gâteau. Si une entreprise se concentre uniquement sur des objectifs de profit, elle échouera souvent à maximiser ses profits, mais si elle prête attention aux responsabilités sociales, se soucie des intérêts des employés, des clients, des fournisseurs et d'autres groupes concernés, et considère les profits comme un sous-produit au service de la société, cela peut en fait agrandir de plus en plus le gâteau. D'un autre côté, si la société ignore le développement commercial des entreprises et supprime aveuglément leurs intérêts commerciaux, cela empêchera également le gâteau de grossir et nuira aux intérêts de l'ensemble de la société. Par conséquent, les entreprises et toutes les parties prenantes de la société doivent s'efforcer d'agrandir le gâteau plutôt que de le diviser. C'est l'idée centrale de l'économie du gâteau. L'auteur de ce livre, Alex Edmond, est professeur de finance à la London Business School. Il sait combiner la recherche universitaire avec l'expérience des affaires et transformer la théorie en stratégie pour résoudre des problèmes du monde réel. Il a remporté la plus haute distinction d'enseignement de la London Business School, le prix d'excellence en enseignement, et a été répertorié sur la Radar Ranking List de les 50 plus grands penseurs du monde du management. Dans ce livre, à travers des analyses de cas et des recherches quantitatives, il discute du principe selon lequel les entreprises doivent assumer des responsabilités sociales et que la société doit également tolérer le développement des entreprises, ce qui est une source d'inspiration tant pour les chefs d'entreprise que pour le public. Il convient particulièrement de mentionner qu'il attache une grande importance à l'application de la théorie dans la vie quotidienne. Il a consacré un chapitre à son expérience personnelle pour décrire comment les gens ordinaires peuvent utiliser l'économie du gâteau pour mieux gérer des questions telles que les relations interpersonnelles et le développement de carrière. Il sera introduit spécifiquement dans l'interprétation ultérieure. Un autre rappel est que le concept de responsabilité sociale des entreprises a émergé dans les années 1980. Son abréviation anglaise est CSR, qui signifie Corporate Social Responsibility, et a ensuite été itéré par le concept de ESG. ESG est l'abréviation de Environmental, Social and Governance en anglais. Il s'agit d'une philosophie d'investissement et d'une norme d'évaluation qui se concentre sur la performance globale des entreprises. Leur objectif est d'encourager les entreprises à passer de la recherche de la maximisation de leurs intérêts personnels à la poursuite de la maximisation de la valeur sociale. Cependant, les rapports RCE sont généralement des descriptions qualitatives et des récits, tandis que les rapports ESG sont des analyses quantitatives fournies conformément aux exigences du marché des capitaux. Et sont étayées par des données. Ainsi, ces dernières années, l'ESG a progressivement remplacé la RCE, ou en est une version améliorée. Mais par souci de commodité, dans l'interprétation qui suit, nous utiliserons toujours le terme RCE, qui est responsabilité sociale des entreprises, pour désigner le ESG que l'on voit ailleurs, qui est environnement, société et gouvernance. Ensuite, le livre est interprété en deux parties. La première partie introduit le concept de l'économie du gâteau, c'est-à-dire que lorsque les entreprises recherchent des profits et créent de la valeur sociale, elles doivent se concentrer sur l'augmentation du gâteau plutôt que sur sa division. La deuxième partie parle de l'application de l'économie du gâteau dans la vie, y compris de son importance déterminante dans la gestion des relations interpersonnelles et du développement de carrière. J'espère qu'après l'avoir écouté, vous aurez une nouvelle compréhension de la relation entre le développement de l'entreprise et les intérêts sociaux, et bénéficierez du concept de « grossir le gâteau » dans votre travail et votre vie. Première partie. Voyons d'abord pourquoi les entreprises devraient s'efforcer d'agrandir le gâteau au lieu de le diviser entre elles dans le processus de recherche de profit et de création de valeur sociale. Comme vous le savez peut-être, l'économie traditionnelle estime que le but d'une entreprise est de maximiser ses profits. Tout comme Friedman, le prix Nobel d'économie, l'a dit un jour, les entreprises n'ont qu'une seule responsabilité sociale, celle d'augmenter leurs profits. Cette phrase est largement diffusée. Cependant, l'auteur de ce livre avance un point de vue du tac au tac, les entreprises qui prennent le profit comme seul objectif échouent souvent à maximiser leurs profits, mais ont plutôt tendance à créer des problèmes et à s'attirer des ennuis.
Il y a une telle histoire dans le livre. En 2015, une société américaine appelée Turing Pharmaceuticals a acheté le brevet d'un médicament appelé Daraprim pour 55 millions de dollars. Le lendemain, elle a augmenté le prix 55 fois, passant de 13,50 $ à 750 $ par comprimé. En conséquence, le pays a été indigné et son patron est devenu la personne la plus détestée des États-Unis. Car ce médicament est utilisé pour traiter une maladie parasitaire, la toxoplasmose chez les femmes enceintes, les personnes âgées et les malades du sida. Si les patients ne reçoivent pas un traitement à temps, ils risquent la paralysie, la cécité, voire la mort. Une telle augmentation des prix des médicaments menacera la vie et la santé de nombreuses personnes. Mais le patron de l'entreprise, 11e Kelly, a déclaré « Tout ce que nous faisons est légal. Ma première responsabilité est de réaliser le plus de profits possible, et les actionnaires espèrent que je pourrai maximiser les profits. » En apparence, c'est effectivement le cas, mais c'est très difficile. Bientôt, le gouvernement américain l'a arrêté pour fraude en valeurs mobilières et l'a condamné à 7 ans de prison. Il a ensuite été condamné à une amende de 64,6 millions de dollars et à une interdiction à vie de l'industrie pharmaceutique. Il y a aussi une histoire dans le livre. En 2008, Nokia a été confronté à une concurrence féroce sur le marché. En quelques années seulement, les entreprises asiatiques ont baissé le prix des téléphones portables de 35%. Au cours de la même période, les coûts de main-d'œuvre à l'usine Nokia de Bochum en Allemagne ont augmenté de 20%. Nokia a décidé de fermer son usine de Bochum afin de réduire ses coûts. La décision a coûté leur emploi à 2300 travailleurs et Nokia n'a rien fait pour amortir le coût. En conséquence, une semaine après l'annonce de la fermeture, 15 000 citoyens allemands ont manifesté à Bochum. Les responsables gouvernementaux ont exigé que Nokia restitue les subventions accordées par le gouvernement et les syndicats ont également appelé au boycott des téléphones portables Nokia. Des photos d'employés en pleurs et de manifestants brisant des téléphones Nokia ont été largement diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Entre 2008 et 2010, la publicité négative a coûté à Nokia environ 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et 100 millions d'euros de bénéfices. Plus tard, Nokia a retenu la leçon lorsqu'elle a dû licencier 18 000 employés en raison des difficultés rencontrées dans son activité de téléphonie mobile en 2011, elle a lancé un plan de relocalisation des emplois. Ainsi, parmi les 13 pays touchés par les licenciements, aucune manifestation n'a eu lieu en 2011. N'importe quel pays. Il ressort de ces cas que les entreprises visent les profits et ne maximisent pas les profits, mais créent plutôt des problèmes. Pourquoi ? Selon la perspective de l'économie du gâteau, la valeur créée par une entreprise pour la société inclut non seulement les intérêts des investisseurs, mais aussi les intérêts des employés, des clients, des fournisseurs, de l'environnement, du gouvernement et de la communauté. Si une entreprise se concentre uniquement sur profit et ignore les clients, les employés, etc. Les parties prenantes, telles que celles qui font monter les prix, serrent les travailleurs, etc. perdront leur permission sociale et auront du mal à opérer dans la société. Au contraire, si une entreprise vise à accroître sa valeur sociale, les bénéfices en découleront naturellement comme un sous-produit. Regardons une autre histoire. Merck a produit dans les années 1980 un médicament capable de traiter l'onchocercose et de la guérir complètement avec un seul comprimé. Cette maladie se propage principalement en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Elle se propage par les mouches noires et envahit le corps humain par des piqûres le long de la rivière. Une fois qu'elle envahit les yeux, elle provoque la cécité, c'est pourquoi on l'appelle aussi cécité des rivières. Les plus de 18 millions de personnes infectées sont parmi les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. À cette époque, l'entreprise avait besoin de 2 millions de dollars pour construire des canaux de distribution et de 20 millions de dollars pour organiser la production, sans compter les millions de dollars en dépenses de recherche et développement. Ils se sont adressés au gouvernement local d'Afrique de l'Ouest, qui n'avait pas d'argent et a demandé de l'aide à l'OMS, mais celle-ci a également refusé. Finalement, l'entreprise a décidé de produire le médicament et a annoncé qu'il serait administré gratuitement, autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Depuis lors, la société a été nommée l'entreprise la plus admirée d'Amérique par le magazine Fortune pendant cette année consécutive sans précédent. Plus tard, d'innombrables personnes talentueuses ont rejoint l'entreprise. La société est ensuite devenue l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars. Les investisseurs en ont également profité. Depuis 1978, ils ont bénéficié d'un rendement annuel moyen de 13%, soit 1,5 fois le rendement du S&P 500 sur la même période. On peut dire qu'il s'agit d'une version commerciale de l'histoire de « ce qui circule revient ». Bien entendu, nous savons tous que des cas individuels ne peuvent pas représenter l'ensemble. Par conséquent, en plus de l'analyse de cas, l'auteur a également mené des recherches systématiques. Il a utilisé des données à long terme, vérifié les résultats à plusieurs reprises et publié les résultats de ses recherches dans les meilleures revues. Il a constaté qu'entre 1997 et 2003, les 20% des entreprises américaines les plus performantes selon l'indice de satisfaction client ont obtenu des rendements près de 2 fois supérieurs à ceux du Dow Jones Industrial Average. De plus, sur une période de 28 ans,
les rendements boursiers des 100 entreprises les plus dignes des États-Unis, c'est-à-dire les entreprises dont les employés sont les plus satisfaits, étaient chaque année de 2,3 à 3,8% supérieurs à ceux de leurs pairs. Le taux de rendement composé est de 89% à 184%. Ils ont généré des bénéfices futurs qui ont dépassé les attentes des analystes. Cela signifie que les entreprises qui traitent bien leurs clients et leurs employés obtiennent également de meilleurs résultats dans l'ensemble. Et ce n'est pas seulement la satisfaction des employés des entreprises de haute technologie qui compte, mais aussi celle des secteurs d'activité en général. Par exemple, il existe deux groupes de vente au détail célèbres aux États-Unis, Costco et Walmart. En 2014, les employés de Costco gagnaient $20 de l'heure, soit environ 2 fois le salaire moyen du secteur américain de la vente au détail. Les employés à temps partiel peuvent bénéficier d'une assurance médicale après 6 mois d'emploi, tandis que les employés de Walmart ne peuvent bénéficier d'une assurance médicale qu'après 2 ans. En conséquence, le taux de roulement du personnel de Costco était de 17% dans l'année suivant l'emploi, qui est tombé à 6% après 1 an, comparativement au taux de roulement de 44% du personnel de Walmart. Le coût de remplacement d'un employé est généralement de 1,5 à 2,5 fois le salaire annuel. Le PDG de Costco, Jim Sinegal, a donc déclaré « Nous payons beaucoup plus que Walmart. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est une bonne affaire. » À travers ces cas et études, nous pouvons voir que si les entreprises se concentrent uniquement sur les profits, elles ne parviennent souvent pas à maximiser leurs profits, mais si elles prêtent attention à la responsabilité sociale, c'est-à-dire aux intérêts des autres parties prenantes, et considèrent les profits comme un sous-produit de servir la société, ils peuvent en fait obtenir de meilleurs résultats, un gros gâteau, augmenter les profits. Bien entendu, d'un autre côté, si des groupes sociaux extérieurs à l'entreprise ignorent le développement de l'entreprise et suppriment aveuglément ses intérêts commerciaux, cela entravera également l'expansion du gâteau et nuira aux intérêts sociaux. Cette situation est souvent le résultat de la volonté de certaines personnes d'empêcher les entreprises de réaliser trop de profits en s'appuyant sur une mentalité de « partage du gâteau ». Il y a un tel cas dans le livre. En 2019, Amazon a abandonné sa décision de construire un deuxième siège social nord-américain dans le Queens, à New York. Le nouveau siège social devait créer entre 25 000 et 40 000 emplois, avec un salaire moyen de $150 000 par poste, et générer 27,5 milliards de recettes fiscales. Cela peut également favoriser le développement des entreprises locales et créer 100 000 emplois supplémentaires. Mais en raison de la forte opposition de certains hommes politiques et habitants locaux, Amazon a choisi de se retirer. Ces personnes s'opposent à l'allègement fiscal de 3 milliards de dollars accordé par le gouvernement du Queens à Amazon, affirmant qu'il sacrifie les intérêts de la communauté. Un membre du Congrès a affirmé que les 3 milliards de dollars pourraient être utilisés pour réparer les métros et payer les salaires des enseignants. En fait, ils ont tort. L'allègement fiscal ne consiste pas à détourner les fonds existants d'autres utilisations pour payer Amazon, mais à réduire les impôts que Amazon doit payer lorsqu'elle élargit le gâteau, afin d'éviter des pertes sociales. En d'autres termes, si ce plan était mis en œuvre, le Queens pourrait bénéficier d'avantages fiscaux plus de 9 fois supérieurs. Mais lorsque le gouvernement et les habitants chassent Amazon, il ne reste plus rien. Le résultat est que tout le monde est perdant car le gâteau devient plus petit. Un problème similaire concerne le salaire des dirigeants d'entreprise. Les chefs d'entreprise qui gagnent des salaires élevés sont souvent accusés de prendre de l'argent à leur entreprise. Mais l'auteur estime que, par rapport au salaire perçu par les dirigeants d'entreprise, il convient d'accorder davantage d'attention aux pertes causées par l'inaction des dirigeants. Par exemple, en 2019, la rémunération moyenne des PDG des sociétés de l'indice S&P 500 était de 14,8 millions de dollars américains. Comparé au salaire moyen aux États-Unis, il s'agit d'un chiffre très significatif, mais comparé à la taille moyenne des entreprises américaines. 24 milliards de dollars, on peut dire que c'est négligeable. Même si les dirigeants reçoivent le double du salaire, celui-ci ne s'élèvera qu'à 29,6 millions de dollars. Mais s'il ne parvient pas à créer 1% de la valeur de l'entreprise, soit 1% des 24 milliards de dollars, la société perdra 240 millions de dollars. Il y a une telle histoire dans le livre. Vers 2010, les médias britanniques ont annoncé que Bart, le PDG de Reckitt Benckiser, recevait un salaire annuel de 92 millions de livres sterling, battant ainsi le record salarial de l'époque. Pendant un certain temps, l'opinion publique était en effervescence et Bart est presque devenu l'ennemi public numéro 1 de la Grande-Bretagne. Sous cette intense pression, Butt a démissionné. Mais selon l'auteur, Bart recevait un salaire annuel de 5 millions de livres sterling, et les 87 millions de livres restants étaient constitués d'actions et d'options obtenues au cours des 10 dernières années. Plus important encore, Bart est un chef d'entreprise très compétent. Au cours de ses plus de 10 années de direction, le cours de l'action de Reckitt Benckiser est passé de 7 livres à 36 livres. Après la démission de Butt, la valeur marchande de Reckitt Benckiser s'est évaporée de 1,8 milliard de livres, soit près de 20 fois son salaire de 2009. Au cours des 5 années précédant sa démission, les taux de croissance annuelle moyen du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du bénéfice net étaient respectivement de 14%, 21,4% et 21%,
mais au cours des 5 années suivantes, ils sont tombés à 0%, moins 1,1% et, respectivement 0,2%. On voit que beaucoup de gens ne supportent pas les salaires exorbitants payés par les dirigeants d'entreprises et appellent cela de l'extraction de valeur, mais ils ne s'attendaient pas à ce que la destruction de valeur causée par l'inaction des entrepreneurs ait des conséquences beaucoup plus graves. À ce stade, nous pouvons résumer l'économie du gâteau. Comme mentionné précédemment, si une entreprise se concentre uniquement sur des objectifs de profit, elle échouera souvent à maximiser ses profits. En revanche, si elle prête attention à la responsabilité sociale et considère les profits comme un sous-produit du service à la société, elle peut en fait la tarte plus grosse et augmenter les profits. Mais d'un autre côté, si la société ignore le développement des entreprises et supprime aveuglément les intérêts commerciaux des entreprises, cela empêchera également le gâteau de grossir et nuira aux intérêts généraux de la société. Par conséquent, toutes les parties impliquées dans l'entreprise doivent s'efforcer d'agrandir le gâteau plutôt que de le diviser. Alors, comment faire un gros gâteau? Dans ce livre, l'auteur discute des rôles que différents sujets devraient jouer sous différents aspects, notamment la manière dont les entreprises peuvent renforcer les incitations, la manière dont les investisseurs peuvent gérer de manière responsable, la manière dont les gouvernements formulent des politiques, la manière dont les citoyens peuvent superviser, etc. Parmi eux, le plus important est d'établir le but de l'entreprise, c'est-à-dire de déterminer la raison de son existence et le rôle qu'elle joue dans le monde. Parce qu'à court terme, les profits des entreprises et la responsabilité sociale s'opposent parfois, avec des hauts et des bas. Ce n'est qu'en considérant comment l'existence d'une entreprise peut rendre le monde meilleur à long terme que les intérêts de l'entreprise et les valeurs sociales peuvent être unifiés et qu'une situation gagnant-gagnant peut être obtenue. Et cela ressemble beaucoup à notre évolution de carrière. La seconde partie. C'est ce dont nous allons parler ensuite, à savoir comment les individus utilisent la pensée économique du gâteau dans la vie pour considérer les questions de relations interpersonnelles et de développement de carrière. Cake Economics souligne que les gens peuvent gagner un plus gros gâteau grâce à la coopération. Sa première suggestion en matière de relations interpersonnelles est donc de rechercher des résultats gagnant-gagnant dans les interactions interpersonnelles, plutôt que de marchander sur tout. Bien entendu, même si ce principe est simple, il n'est pas facile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est dans la nature humaine de s'inquiéter non pas de la pénurie mais de l'inégalité. Dans l'économie, si les gens estiment que la répartition est injuste, ils refuseront de coopérer et ne voudront pas grossir le gâteau. Les économistes ont fait une telle expérience, donner 100 $ à deux personnes A et B et laisser-les négocier leur répartition. A peut proposer un plan de distribution, mais B peut décider si le plan peut être adopté. Une fois que B rejette le plan de distribution, l'argent sera retiré et les deux personnes n'obtiendront rien. Et ils n'ont qu'une seule chance de négocier. Dans de telles conditions, comment A va-t-il distribuer l'argent? Les résultats expérimentaux montrent que dans la plupart des cas, A allouera l'argent dans un ratio proche de 50%. Bien sûr, parfois il se donne un peu plus. Mais tant que A donne à B moins de 20% de l'argent, celui-ci sera fondamentalement rejeté, ne laissant rien aux deux parties. Ce résultat montre que dans la plupart des cas, le partage égal des intérêts est une psychologie humaine inhérente. Si ce principe est violé, la partie qui en profite le moins recherchera l'équilibre psychologique en renonçant à la coopération. Cette expérience a été lancée par le professeur Goethe de l'université Humboldt en Allemagne et d'autres. Parce que les participants n'ont qu'une seule chance d'interagir, on l'appelle le « jeu de l'ultimatum ». Depuis lors, de nombreux chercheurs ont répété l'expérience du jeu de l'ultimatum dans le monde entier, avec des résultats similaires. Pourquoi cela est-il ainsi? Une explication courante est que dans un environnement de vie complexe, nous devons constamment évaluer notre compétitivité. Le moyen le plus simple est de comparer avec ceux qui nous entourent. Tout comme dans les temps anciens, face aux prédateurs, les gens devaient non seulement courir vite eux-mêmes, mais aussi rivaliser avec leurs compagnons autour d'eux. S'ils couraient plus lentement que les autres, ils pourraient devenir les premiers à mourir dans un groupe de personnes. Les gens se soucieront donc de leur position relative dans la société. Cela explique également pourquoi il existe de la jalousie entre les gens et pourquoi des écarts de revenus excessifs affectent l'harmonie collective et empêchent la société de grossir le gâteau. Alors, comment surmonter cette mentalité qui consiste à s'inquiéter non pas de la pénurie mais de l'inégalité? D'un point de vue social, bien sûr, il est nécessaire de garantir que ceux qui créent de la valeur obtiennent la récompense qui leur revient à travers la conception du système, mais aussi à travers la distribution secondaire et la distribution tertiaire, c'est-à-dire l'ajustement fiscal et les dons caritatifs, pour éviter les conséquences sociales. L'écart de revenus est dû au fait qu'il est trop grand et les riches et les pauvres sont trop importants. La disparité est ce que nous appelons souvent devenir riches ensemble. D'un point de vue personnel, nous devons encore améliorer notre cognition, renforcer notre rationalité et éviter la jalousie de ne pas nous soucier de la rareté mais de l'inégalité. Dans le contexte d'une société moderne où la division du travail devient de plus en plus détaillée et où les connaissances augmentent, la coopération constitue un courant dominant inévitable. Les gens sont comme des nœuds de réseau. Sans la coopération d'autres nœuds, il est difficile de réaliser quoi que ce soit. Par conséquent, vous devez abandonner la mentalité de rareté qui consiste à s'emparer les uns des autres et adhérer au concept d'abondance de coopération gagnant-gagnant,
afin de pouvoir réaliser votre carrière plus grande. En plus de guider nos relations avec les autres, Kakenomics peut également inspirer nos relations avec nous-mêmes. Il existe un livre intitulé « Lifelong Growth » qui divise la pensée des gens en pensée fixe et pensée de croissance. La pensée fixe croit que les capacités humaines sont déterminées par les gènes et que soit nous sommes doués pour une certaine activité, soit nous ne le sommes pas. Si vous n'avez pas de talent, vous êtes voué à l'échec, si vous avez du talent, vous êtes voué à réussir, le travail acharné n'a aucun effet. La mentalité de croissance croit que les capacités des gens peuvent être développées grâce à un travail acharné. Ceci est similaire à la mentalité consistant à agrandir le gâteau. Vous pouvez agrandir votre propre gâteau. En reconnaissant cela, nous pouvons développer nos capacités grâce à une pratique délibérée. Même si nous échouons, nous avons le courage d'essayer et nous finirons par gagner quelque chose. Sur ce point, l'auteur raconte sa propre histoire de lutte dans le livre, ce qui est touchant, mais en raison du manque de place, je ne la répéterai pas ici. Si vous êtes intéressé, je vous recommande de lire le livre original. De plus, l'économie du gâteau peut également guider notre développement de carrière. Selon la perspective de l'économie du gâteau, les entreprises peuvent agrandir le gâteau en servant la société. Cependant, les opérations commerciales impliquent de nombreux aspects et il est impossible d'atteindre une efficacité élevée dans tous les aspects. Les entreprises disposent de ressources limitées et doivent choisir les domaines dans lesquels elles sont les meilleures. Et dans de nombreux cas, les bénéfices et les responsabilités sociales des entreprises à court terme seront conflits, les entreprises doivent donc faire des choix et persister. C'est le rôle de la raison d'être de l'entreprise. Elle peut répondre aux questions de savoir pour qui une entreprise existe et pourquoi elle existe. Elle représente la voie fondamentale pour qu'une entreprise soit au service de la société. Par exemple, la vision de Merck est de faire une différence dans la vie des gens partout dans le monde grâce à des médicaments, des vaccins et des produits de santé animale innovants. L'objectif de British Rail Network est de connecter tout le monde à ses amis, à sa famille et au travail, en soutenant une économie florissante. La mission de l'entreprise de jouer Mattel est d'être la première au monde à utiliser des jeux pour aider les enfants à apprendre et à se développer et à inspirer les merveilles de l'enfance des enfants, etc. La raison pour laquelle l'objet social est important est que, comme mentionné précédemment, si une entreprise se concentre uniquement sur les profits, elle ne parvient souvent pas à maximiser ses profits, mais si elle prête attention à la responsabilité sociale et considère les profits comme un sous-produit du service à la société, elle peut agrandir la tarte. L'objectif de l'entreprise est un guide permettant aux entreprises de servir la société. Il peut transcender de nombreux facteurs à court terme et compromis locaux, guider les entreprises dans la création de valeur pour la société comme elles le font et maximiser leurs profits. Le même principe s'applique à sa carrière. Choisir un cheminement de carrière guidé par un objectif plutôt que par l'argent vous permet non seulement de vous épanouir, mais vous permet également de mieux réussir financièrement. En d'autres termes, au moment de décider quel emploi poursuivre, nous devons tenir compte non seulement du revenu actuel, mais également de son impact sur l'objectif de carrière. Par exemple, le salaire de départ dans le secteur des technologies financières peut être inférieur à celui d'une banque d'investissement, mais il peut y avoir une plus grande marge de croissance à l'avenir. De plus, lorsque vous décidez quelle entreprise rejoindre, vous devez tenir compte de sa visibilité publique et de sa visibilité. Influence du leadership pour améliorer votre propre image professionnelle, etc. Alors, comment déterminez-vous votre objectif de carrière? Comme mentionné précédemment, l'objet d'une entreprise comprend les facteurs qui et pourquoi. Cela s'applique également à l'établissement d'un objectif personnel. Le soi-disant qui est celui que nous voulons servir. Par exemple, si un avocat s'intéresse davantage à la justice sociale qu'à l'économie, il peut donner la priorité au domaine pénal plutôt qu'au domaine du droit des sociétés. Une personne soucieuse de l'environnement peut travailler pour le gouvernement ou une organisation caritative. Une personne qui aime les enfants peut travailler dans le divertissement pour enfants, l'éducation, etc. Le soi-disant pourquoi consiste à établir votre propre avantage comparatif, ce qui implique du talent et de la passion. Le talent est relativement facile à identifier, tandis que la passion est un peu plus vague. Pour ce faire, les auteurs ont créé un cadre qui décompose les conseils pour poursuivre votre passion en 3 questions spécifiques. La première question est, où pensez-vous être dans 10 ans? La question n'est pas de savoir où vous seriez du point de vue de votre poste, mais de savoir ce qui vous enthousiasme et ce qui vous motive lorsque vous vous réveillez le matin. La deuxième question est, que faites-vous pendant votre temps libre? Ce que vous choisissez volontairement de faire est ce qui vous passionne. La troisième question est, quelles sont vos valeurs? Autrement dit, quel est le centre de votre vie et de quoi voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Ces questions peuvent aider les gens à établir le but de leur carrière et à déterminer l'orientation de leurs efforts à long terme. Par exemple, l'auteur définit son objectif professionnel comme utiliser des recherches rigoureuses pour influencer les pratiques commerciales. L'essentiel est de diffuser et de créer des connaissances, non seulement en diffusant vos propres recherches, mais également en diffusant celles des autres. Mais il y a certaines choses qu'il ne fera pas, comme répondre aux demandes des médias et commenter des sujets économiques généraux, à moins que cela ne relève de son expertise en matière de recherche.
Il ne peut pas non plus assister à trop de conférences académiques car cela ne lui laisserait pas suffisamment de temps pour interagir avec les entreprises. C'est l'impact de la finalité professionnelle. En bref, l'objectif d'une entreprise relie ses membres entre eux et les encourage à créer de la valeur pour la société et à contribuer à la prospérité humaine, indépendamment des gains et des pertes temporaires, mais se traduit généralement par davantage de profits. De même, l'objectif professionnel encouragera une personne à considérer le travail comme une carrière, non seulement pour gagner sa vie, mais aussi pour réaliser sa vocation intérieure, mais le résultat sera souvent un plus grand succès. Maintenant, passons en revue. Dans la première partie, nous avons présenté les concepts fondamentaux de l'économie du gâteau en racontant des analyses de rentabilisation et les recherches systématiques de l'auteur. Le fait est que nous devrions examiner la relation entre la responsabilité sociale des entreprises et les bénéfices des entreprises dans l'optique de gagner le gâteau plutôt que de le diviser. En d'autres termes, si les entreprises se concentrent uniquement sur des objectifs de profit, elles ne parviennent souvent pas à maximiser leurs profits. Si les entreprises prêtent attention à leurs responsabilités sociales et considèrent les profits comme un sous-produit du service à la société, elles peuvent accroître le gâteau. Mais d'un autre côté, si la société ignore le développement des entreprises et supprime aveuglément les intérêts commerciaux des entreprises, cela empêchera également le gâteau de grossir et nuira aux intérêts de l'ensemble de la société. Les entreprises et la société doivent donc s'efforcer d'agrandir le gâteau plutôt que de le diviser. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de l'application de l'économie du gâteau dans la vie, notamment de la manière de gérer les relations interpersonnelles et de son importance déterminante pour le développement de carrière. La première chose à retenir est que puisque nous pouvons faire un plus gros gâteau grâce à la coopération, nous devons rechercher des résultats gagnant-gagnant dans les interactions interpersonnelles au lieu de nous examiner et de nous voler les uns les autres. De plus, le concept d'agrandir le gâteau signifie que les gens peuvent être élargis grâce à un travail acharné. Nous pouvons développer nos capacités grâce à une pratique délibérée. Même si nous échouons, nous devons avoir le courage d'essayer, et nous finirons par gagner quelque chose. Ce qui est plus important, c'est que nous pouvons appliquer le concept d'agrandissement de l'entreprise à l'idée de développement de carrière personnelle. De l'avis de l'auteur, l'objectif d'une entreprise est de servir de guide à l'entreprise pour servir la société et agrandir le gâteau. Il peut transcender de nombreux facteurs à court terme et guider l'entreprise vers la création de valeur à long terme pour la société et la maximisation des profits. Le même principe s'applique également au développement de carrière des gens. Choisir un cheminement de carrière guidé par un certain objectif plutôt que par l'argent donnera non seulement aux gens un plus grand sentiment d'accomplissement, mais aussi une plus grande réussite financière. Si vous voulez réaliser quelque chose dans votre carrière pour réussir, vous devez choisir un cheminement de carrière qui vous passionne. Comme le dit une citation du livre, ne visez pas le succès. Plus vous le visez et le traitez comme une cible, plus vous le manquerez. Parce que le succès, comme le bonheur, ne peut être poursuivi, être atteint lorsque vous vous engagez dans quelque chose de plus grand que vous-même, le succès prend la forme d'un effet secondaire ou d'un sous-produit involontaire. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.